C'est la première fois que vous venez sur ce plateau de BFM Crypto. Je suis ravie de vous accueillir. Au départ, c'est quoi le business model de One Experience? Je suis ravi également d'être là. Donc One Experience, c'est une société qui a une grosse prépondérance dans l'immobilier. On a commencé par acheter des actifs qu'on exploite par le biais d'une activité événementielle, B2B et B2C. Donc parmi les actifs, il y a une péniche en face de la Tour Eiffel, il y a des chalets à la montagne, un petit château à côté de Fontainebleau. Et donc ces actifs, on les exploite par le biais de séminaires d'entreprise, des mariages, des vacances. On a également une filiale hôtelière. Donc on a des hôtels, mur et fond, un qui se situe à la montagne, deux qui se situent en Bretagne, dans lesquels il y a une vraie synergie avec la partie B2B séminaire. Et la troisième activité qu'on a, c'est une société de transaction-gestion, donc c'est-à-dire qu'on n'achète pas les murs, on fait de l'asset management, on fait des transactions et ensuite on fait de la gestion locative. Et vous avez décidé, pas réellement de pivoter, parce que vous n'allez pas abandonner ces activités-là pour autant, mais vous avez décidé de vous tourner et de miser sur le Bitcoin et d'en mettre dans votre trésorerie. Tout à fait, ouais, c'est très important pour nous. On avait commencé à mettre le pied dedans, ce que je disais avant l'émission, en 2021, fin 2021, où on a tokenisé un actif immobilier en lançant la dernière filiale. Alors, tokenisé pas au sens technique, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas mis dans une blockchain, mais au sens financier du terme, c'est-à-dire qu'on reverse la rentabilité de l'immeuble qu'on a acheté aux investisseurs en crypto sur un wallet. Évidemment, les investisseurs qui ont gardé le Bitcoin, puisqu'on l'a reversé en Bitcoin, sur un wallet depuis 2021 sont ravis et se retrouvent avec une rentabilité complètement hors sol versus celle qu'elle ne leur a été si ça avait été de l'euro. Depuis, avant cet été, on a annoncé qu'on allait se lancer dans une aventure de business trésorerie, de Bitcoin Treasury Company, mais pas pure player, c'est-à-dire, comme vous le disiez, on garde notre activité core business, et l'idée, c'est d'exposer les actionnaires One Experience à deux actifs. Le premier, qui est le levier le plus résilient qui soit, et peut-être le plus sûr, qui est la pierre, l'immobilier, et le deuxième, qui est Bitcoin. Je fais partie de ceux qui pensent que, pour plein de raisons, Bitcoin ne peut que augmenter sur un temps long dans le futur, parce que les pays en achètent pour faire des réserves aujourd'hui, parce qu'il y a des sociétés comme Stratégie, dont on va parler ensuite, il me semble, en achètent également énormément, et une demande qui fait que croître, et une offre qui va rester à 21 millions. Et donc, mécaniquement, je fais partie de ceux qui pensent que ça ne peut que évoluer. Et l'idée, c'est d'exposer les actionnaires à cette valeur. Quelle part d'activité vous avez aujourd'hui sur l'IMO événementiel et sur cette partie Bitcoin Treasury Company? C'est du 50-50? Alors, on vient de se lancer. Donc, on a fait la première levée de fonds en octobre pour acheter les 22 premiers Bitcoins. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, chez One Experience, on a 14 millions d'euros d'actifs bruts, 2 millions d'euros de dettes et environ 2 millions d'euros de Bitcoin. L'idée, c'est de continuer et de garder cette activité vraiment core business, de continuer à la développer et en même temps d'exposer les actionnaires à l'achat de Bitcoin. C'est pas du dépit, donc je veux dire, parce que vous n'êtes pas la première société immobilière qu'on reçoit dans cette émission et qui se transforme en partie ou en totalité d'ailleurs en Bitcoin Treasury Company. C'est pas du dépit par rapport au secteur de l'immobilier qui souffre énormément. Vous, ça marche bien cette activité? Alors justement, oui, on a publié nos chiffres là dernièrement. Justement, on est une activité qui est rentable, et comme c'est une activité dans l'immobilier, en plus d'être rentable, on crée du capital. Donc l'idée, c'est surtout pas par dépit, c'est de continuer à la développer, mais d'avoir un levier, de profiter d'un levier supplémentaire qui est celui du Bitcoin. Éric Larchevêque disait la semaine dernière sur ce plateau que les Bitcoin Treasury Company allaient jouer un rôle économique très très important dans la diffusion, dans l'adoption de Bitcoin dans la société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, je partage complètement cette vision. Ouais. Mais on garde quand même, contrairement à un pure player Bitcoin Treasury Company, on garde quand même cette activité core business, j'insiste là-dessus, parce que si jamais le futur nous donnait tort sur notre vision sur le Bitcoin, les actionnaires de One Experience possèdent toujours des parts sociales d'une société qui détient de l'immobilier. Ouais. Maxime, vous vouliez poser une question? Oui, donc vous avez acheté vos Bitcoins en octobre. Depuis octobre, le cours a baissé de 20%. Est-ce que vous n'avez pas peur que acheter du Bitcoin dans ce moment où les choses commencent à sentir un peu le roussi à court terme, est-ce que vous n'avez pas peur que ça plombe vos comptes, un peu la confiance de vos actionnaires à court terme?
Non, je pense pas, parce que justement, on a une vision long terme. L'immobilier, l'idée de l'immobilier, et en particulier la manière dont on a fait de l'immobilier, c'est-à-dire qu'avec du levier bancaire, avec de la dette, on a toujours une vision long terme. Le Bitcoin, on voit ça également comme avec une vision long terme. Et donc, justement, on n'est pas du tout stressé par la volatilité du Bitcoin. Le Bitcoin a déjà prouvé sur le long terme son succès, et on pense que ce sera la même chose dans le futur. Et on n'est surtout pas stressé par des volatilités qui peuvent être ponctuelles. Il y a quand même, quand on se pose cette question-là, quand on fait ce calcul et quand on se dit je vais mettre 2 modèles économiques différents dans mon entreprise, est-ce qu'il y a un cours en dessous duquel, quand même, il y a une alerte rouge? On se dit, il ne faudrait quand même pas qu'il descende en dessous de tel niveau, ou finalement, comme vous dites, ce n'est pas une question de cours, c'est une question de timing. De temps. De temps. Oui, de temps long. Oui, c'est ça, c'est vraiment une question de temps. Nous, c'est une manière de gérer notre trésorerie. Cette trésorerie, on a une activité, et à côté, on a une trésorerie. Notre activité principale n'est pas celle de gérer notre trésorerie. Notre activité principale est celle d'exploiter nos biens immobiliers et de le faire évoluer. Après, on a une manière de gérer notre trésorerie. Il y a d'autres sociétés qui gèrent leur trésorerie autrement, qui donnent de la dette à d'autres sociétés, voilà. Nous, notre manière de générer notre trésorerie, c'est l'achat de Bitcoin. C'est intéressant. Comment vous voyez ça, vous, Alexandre Roubaud? Parce qu'on les voit quand même, on en voit beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont créés, des Bitcoin Treasury Company. Il y a évidemment Stratégie sur laquelle on va revenir avec vous, Maxime, mais il y a aussi Capital B en France, il y en a à Londres, il y en a une toute nouvelle qui vient de se créer en Suisse, il y en a au Japon. C'est quand même qu'il y a une vraie question business derrière ça. Tout à fait. Je pense que la problématique que rencontrent les entreprises est en fait très similaire à la problématique que les épargnants aussi, et on le voit chez Bitsack, essaient de résoudre, qui est comment est-ce qu'on protège son argent, comment est-ce qu'on protège son pouvoir d'achat, qui est une problématique importante pour les épargnants, et c'est ce qu'on essaie de résoudre avec Bitsack, et qui est la même pour les entreprises. Ouais. Et je pense qu'il faut préciser, particulièrement pour les entreprises, justement, qui sont assises sur un excédent de trésorerie. Parce qu'évidemment, si on est une petite PME et qu'on tourne sur un BFR qui est faible, c'est certainement pas une bonne idée d'investir sa trésorerie sur le Bitcoin, parce qu'on parle d'un temps long, justement. Mais pour une entreprise qui a une trésorerie importante, qui a une stratégie de gestion de trésorerie, effectivement, Saylor le disait il y a quelques années, lorsqu'il a dévoilé son plan de micro-stratégie à l'époque et de stratégie, ma trésorerie est un glaçon qui fond. Et donc, en tant que bon dirigeant qui est un bon garant de la trésorerie de son entreprise, il faut se poser la question, comment est-ce que je protège le pouvoir d'achat de la même manière que les épargnants de mon entreprise? Comment est-ce que je m'assure que je puisse investir dans le futur en gardant ce pouvoir d'achat-là, et donc placer une partie de sa trésorerie ou la totalité en Bitcoin? Sachant qu'effectivement, vous mettez le doigt sur un point, c'est-à-dire que placer une partie, ou placer la totalité et miser sur la totalité du business model sur le Bitcoin, c'est quand même autre chose. C'est peut-être une stratégie quand même. C'est ça, encore une fois, c'est le point clé, c'est la vision de temps. Ouais. C'est le temps court versus le temps long. Oui, exactement. Bon, stratégie, on va y revenir clairement avec vous, Maxime. Déjà, c'est la tempête sur les sociétés cotées en bourse qui investissent dans du Bitcoin actuellement. Moins 40% en un mois. C'est l'ampleur de la chute du cours de Stratégie, donc l'entreprise de Michael Saylor qui, on le rappelle, investit l'argent de ses actionnaires en Bitcoin. Et cette chute de cette Bitcoin Treasury Company est même 2 fois plus importante que celle de l'actif, le Bitcoin, puisqu'il a perdu 20% en un mois. Et surtout, cette débâcle boursière, elle n'est pas cantonnée qu'à Stratégie. Le français Capital B, donc l'ancien blockchain group, a perdu 30% de sa valeur en un mois et, notez-le bien, 86% depuis son plus haut du 16 juin. Donc, c'est un moment difficile pour les Bitcoin compagnies. Bon, on parle ici de Stratégie qui a misé entièrement sur Bitcoin. Yves Chouefati nous disait hier qu'il y avait cette chute sur l'année, mais que la hausse depuis 5 ans était égale à 528%. Donc, pour le moment, elle n'avait pas trop à s'inquiéter. Pour autant, qu'est-ce qui explique cette chute aussi brutale, Maxime? Alors, c'est avant tout la baisse du cours du Bitcoin, puisque Stratégie est donc très dépendant du prix de son actif. Mais surtout, l'action était vue comme très chère. Il y a quelques mois, la valorisation en bourse de Stratégie était égale au double de la valeur de tous ces Bitcoins en portefeuille.
une survalorisation qui amplifie les hausses du Bitcoin, mais aussi les baisses. Et puis, il y a eu cette rumeur inquiétante relayée par JP Morgan en fin de semaine dernière. Oui. La banque américaine a en fait expliqué que Strategy risque d'être exclue des indices de MSCI, donc le géant qui référence les sociétés cotées en bourse, et ce parce que Strategy a une valorisation trop fluctuante. Sauf que si Strategy sort des indices MSCI, de nombreux fonds d'investissement qui répliquent ces indices vont devoir vendre ces actions rapidement, ce qui pourrait faire chuter les cours. Et donc, ni une ni deux, les investisseurs ont anticipé cette chute et ont vendu en masse ces derniers jours des actions Strategy. C'est pas fait pour le moment, cette décision-là. Non, c'est juste une rumeur pour l'instant. Exactement, et ça pourrait être fait dans quelques semaines, mais c'est encore pas sûr du tout. Qu'est-ce qui peut se passer? À quel point ça complique finalement la situation pour Strategy? Alors, c'est pas une période facile, mais il faut quand même rappeler que Strategy est encore loin de la faillite. Avec cette chute du cours, sa valorisation en bourse est aujourd'hui devenue inférieure à la valeur de tous ses bitcoins. Donc, on parle de 66 milliards de dollars de bitcoins. Donc, il n'y a plus cette prime, cette surprime jugée injustifiée par les analystes. Oui. Et surtout, la société, dans ses fondamentaux, est robuste. Le prix moyen de ces bitcoins à l'achat aussi entre 65 000 et 75 000 dollars, donc encore en dessous du cours actuel du Bitcoin, ce qui veut dire que la société est encore dans le vert dans ses comptes. Et surtout, si la société est endettée à hauteur de 9 milliards de dollars, les premiers remboursements de ces obligations, les premières échéances ne débuteront pas avant 2027. Donc voilà, Michael Saylor est toujours confiant. D'ailleurs, il a rappelé dimanche qu'il ne reculera pas dans sa stratégie d'achat de Bitcoin. En revanche, on peut se demander combien des quelques 200 Bitcoin Treasury Company pourront survivre à un Bitcoin durablement baissier. Bon, on a commencé à répondre à cette question. Vous pouvez retrouver cet article sur latribune.fr. Moi, ce que je me pose comme question, c'est, pour le moment, c'est une rumeur, ce qu'on dit de Strategy, mais est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle, Alexandre? Parce que le secteur dépend énormément de Strategy. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que finalement ça remettrait un petit peu les acteurs à égalité? Je pense que c'est un parallèle intéressant avec la question qui a été posée précédemment, qui est quel est l'objectif qui est souvent mis en avant de ces Bitcoin Treasury Company, qui est d'exposer le Bitcoin au plus grand nombre. Moi, j'ai un avis un peu plus nuancé là-dessus, parce que l'objectif d'une Bitcoin Treasury Company, c'est de faire levier, comme on le disait précédemment, et en fait d'essayer de surperformer la performance du Bitcoin. Parce que la société a une activité, peut lever de la dette, et donc acheter du Bitcoin et augmenter le nombre de Bitcoin par action de la société. En revanche, si la question c'est est-ce que c'est une bonne façon de s'exposer au Bitcoin, moi je dirais attention, ça reste un investissement, enfin un produit financier complexe qui peut être intéressant pour des bitcoiners avertis, mais si on est une personne, un épargnant moyen, c'est peut-être pas la meilleure chose de s'exposer, d'investir du Bitcoin de cette façon-là. Il est certainement plus intéressant de justement acheter du Bitcoin en direct et de être à 100% indexé juste à la valeur du cours du Bitcoin. Maintenant, il y a un point plus, donc ça c'est un premier point, il y a un point plus large qui est quel impact auraient ces mauvaises annonces si elles étaient avérées sur l'écosystème. C'est le truc aller jusqu'au bout du processus. Effectivement, Strategy, on le sait, aujourd'hui détient énormément de Bitcoin. S'ils étaient amenés à être liquidés, et c'est là où on va le prouver, c'est un produit financier complexe, puisque la stratégie, si on peut dire ça comme ça, c'est d'avoir plusieurs leviers financiers pour soit relever de la dette, soit relever de l'equity, vendre différents produits financiers pour toujours essayer d'arracher du Bitcoin et avoir cette pression constante à la hausse. Maintenant, s'ils étaient amenés à liquider, ce qui n'est pas encore le cas, effectivement, ça serait quand même une pression pour le coup là à la baisse, et ça aurait un impact. Et là où je suis rassuré, c'est sur le court terme. Encore une fois, les fondamentaux de Bitcoin n'ont jamais été aussi élevés, que ce soit en termes d'adoption, en termes de puissance informatique sur le réseau Bitcoin. Donc, c'est de la volatilité, entre guillemets, spéculative à court terme, mais moi, je reste confiant personnellement sur les perspectives long terme. Édouard, votre avis? Ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque que Strategy soit liquidée. Au sens propre du terme. Strategy, ils ont quand même une activité, pour le coup, de vente de logiciels à côté, qui fait plusieurs centaines de millions d'euros, qui est largement suffisante pour supporter les coûts des personnes qui gèrent la partie Trésor et compagnie. Donc là, je pense qu'on est assez tranquille. Même s'ils sortaient de certains index boursiers, ils auront toujours ces bitcoins. Et leur stratégie qui est d'en détenir sur le long terme tiendra toujours.
Maintenant, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais sur le profil des investisseurs. Nous, ce qu'on a identifié, en tout cas chez nous, c'est qu'on intéressait des investisseurs qui sont issus de la finance traditionnelle, qui ont envie d'être exposés à Bitcoin, mais qui n'y connaissent pas grand-chose. Et ça leur va bien d'investir dans une société qui a une autre activité qui leur parle, et en l'occurrence l'immobilier. À l'inverse, ça intéresse également des investisseurs qui sont plutôt crypto-friendly, qui sont exposés à des investissements qui sont très volatiles, très risqués, et qui ont envie de sécuriser une partie de leur portefeuille dans des sociétés comme la nôtre, parce qu'elles ont de l'immobilier, et également parce qu'elles sont dans un domaine qui leur parle. Et il y a une troisième typologie d'investisseurs, qui est ceux qui ont envie d'être exposés aux cryptos via leur PEA. Et donc, évidemment, une société cotée, c'est intéressant pour eux. Il faut se connaître en tant qu'investisseur. Ouais. Maxime? Oui, on avait fait un article cet été dans la Tribune où, en fait, on avait interrogé des analystes qui comprenaient que beaucoup de ces nouvelles Bitcoin Treasury Company, stratégie est parmi les plus robustes, qui a acheté le Bitcoin très tôt, qui a finalement pas tellement de dettes par rapport à ses actifs. D'autres ont investi un peu plus tard parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et notamment, on parle beaucoup de sociétés françaises qui n'avaient rien à voir avec le Bitcoin et qui ont maintenant investi dedans. Si ne serait-ce qu'une partie de ces plus de 200 Bitcoin Treasury Company font faillite et doivent revendre rapidement ces Bitcoins, il faut se rappeler qu'elles détiennent toutes 5% de la quantité de Bitcoin en circulation. Donc ça ferait vraiment un gros afflux vendeur sur le marché et ça pourrait amplifier une baisse du Bitcoin. C'est à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que vous aviez dit dans votre article que c'est une rumeur relayée par JP Morgan. La communauté crypto s'est montée, il y a une levée de bouclier, elle a appelé à boycotter carrément JP Morgan. On verra ce que ça donne. C'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre. C'est peut-être aussi une illustration à nouveau de l'incompréhension entre la finance traditionnelle et les cryptos et la façon de vivre ensemble aujourd'hui. Alexandre? Tout à fait, mais je pense que le message qu'on doit retenir, c'est que globalement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Évidemment, pour beaucoup d'acteurs qui spéculent sur le cours de l'action de stratégie, ces informations sont importantes. Maintenant, les fondamentaux sont ouverts. La tendance est positive sur un temps long. L'introduction de ce nouveau concept des Bitcoin Treasury Company, si je rejoins ce qui a été dit juste avant, finalement, c'est qu'on vient en fait tout simplement élargir la gamme de profils d'épargnants ou d'investisseurs qui peuvent s'exposer. À l'époque, simplement en direct. Ensuite, on a vu l'introduction des ETF qui ont permis finalement à tous les épargnants américains de capitaliser leur retraite avec du Bitcoin, puisque maintenant tous les indices peuvent en avoir. Les Bitcoin Treasury Company pour les trois catégories de profils qui ont été énumérées avant. Donc moi je trouve que on reste dans une tendance où l'écosystème n'a jamais été aussi dynamique ouais. Et tout avance encore une fois dans le vert, donc c'est plutôt positif. C'est pas Éric Larchevêque qui vous dira le contraire? Tout à fait. Bah oui, il a créé quoi hier? Ce Bitcoin Society, qui est une Bitcoin Treasury Company. Une nouvelle Bitcoin Treasury Company, pas que. Il y a 3 activités dans cette société. C'est presque un écosystème réellement. Il a racheté une société cotée en bourse et sans activité économique depuis un certain temps. Ça veut dire que lui aussi mise vraiment là-dessus. C'est presque un monde parallèle qu'il veut créer. C'est ça. Alors, avant de revenir sur, parce que beaucoup de personnes s'attardent sur la deuxième partie du keynote qui est effectivement qu'est-ce que The Bitcoin Society. Je trouve qu'on parle peu de la première partie parce que finalement c'est la base et c'est le premier point qui permet en fait de comprendre l'intérêt d'un projet. Pourquoi se lancer dans Bitcoin? Pourquoi se lancer sur Bitcoin Society? Et Éric Larchevêque parle d'un concept qui est très intéressant et je pense qu'il est mal compris en France, qui est la préférence temporelle. Qu'est-ce que la préférence temporelle? C'est-à-dire de préférer un temps long, encore une fois on parle toujours de ce concept-là, versus un temps court, et finalement de sacrifier une gratification court-termiste pour pouvoir en fait améliorer sa qualité de vie, investir sur des projets, financer des projets de vie sur un temps long. Et aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société, et ça on en parle beaucoup sur ce plateau, à cause de la monnaie et de la façon dont la monnaie est gérée, les monnaies fiat, les monnaies étatiques, avec une inflation monétaire constante qui vient d'évaluer la monnaie et donc éroder le pouvoir d'achat des épargnants. On est amené à être sur une préférence temporelle
court terme, à donc surconsommer. Et le Bitcoin, c'est là où est sa force de proposition de valeur, c'est de dire par rapport à sa quantité limitée, on a une préférence temporelle long terme. Et donc, le premier cas d'usage d'une Bitcoin Treasury Company, on le disait, c'est d'éviter que sa trésorerie fonde comme un glaçon et donc de protéger sa trésorerie. Maintenant, Éric Larchevêque, contrairement à d'autres Bitcoin Treasury Company, a ajouté un nouvel élément qui est presque un projet sociétal, un peu politique aussi, et d'avoir d'un côté une Bitcoin Treasury Company et de l'autre, en fait, un projet de fédérer différents membres qui vont se servir de cette trésorerie en Bitcoin pour porter différents projets, porter aussi un discours politique, de projet de société. Et donc là, moi, je n'ai pas vraiment d'avis personnel. Je pense que le temps nous dira vraiment si c'est un projet viable. Mais bon, je lui souhaite que ça fonctionne. En évidemment. tant qu'acteur, parler de ça, populariser le Bitcoin, c'est quand même intéressant pour vous qui travaillez là-dedans, qui essayez d'acculturer quand même les investisseurs particuliers au départ à Bitcoin. Ça reste quand même quelque chose de positif, probablement pour vous en tant qu'acteur du secteur. C'est positif. Plus on parle de Bitcoin, plus c'est positif. Pour moi, si on apporte évidemment le bon discours, déjà, on est très heureux de voir qu'il y a quand même un discours, on le répète aussi souvent sur le plateau, qui est différent de maintenant Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Encore une fois, là, on parle uniquement de Bitcoin. On a une énième société qui maintenant se met à accumuler du Bitcoin, donc ça continue à avoir une pression forte à l'achat, avec toujours cette quantité limitée, donc les cours sont amenés à évoluer à la hausse. Maintenant, sur le projet Éric a annoncé des membership des member clubs, des clubs d'investissement, différentes initiatives qui vont être lancées au travers de The Bitcoin Society. C'est là où je pense qu'il y a encore quelques interrogations et des réponses à apporter, et on verra comment ça va se dérouler. Maxime, je crois qu'il faut espérer qu'au final, le projet et l'action démarrent doucement. Parce qu'au final, si ce projet qui se veut être sur le temps long, fait comme de nombreuses Bitcoin Society et s'envole de 400% pour ensuite retomber de 90%, je trouverais ça assez paradoxal et peut-être que ça brouillerait le message de justement dire on va construire une espèce de club deal, de communauté pour investir sur le long terme via les cryptos. Donc, le marché nous dira un petit peu aussi quel sera le destin de ce projet qui est ambitieux sur le papier. On reste, et ce sera une de mes dernières questions, mais on a beaucoup parlé du cours du Bitcoin actuellement. Ça remonte effectivement un petit peu. On n'est pas loin de 87 000 $ aujourd'hui. On est toujours, d'après les derniers chiffres de la DAM, à 10% d'adoption en France des cryptos, dont la moitié, ce sont des jeunes. Comment on fait pour faire monter ce chiffre chez nos voisins? Ils sont plus nombreux, tout simplement. Ils sont plus nombreux. Alexandre? En France, on le sait, on a des habitudes socio-culturelles qui sont différentes. On épargne beaucoup, on investit peu. Encore, la quasi-totalité de l'épargne qui est générée par les Français est mise sur des taux, des comptes courants, des comptes à taux. Non rémunérés. 80% des Français épargnent sur le livret A. C'est le produit financier le plus courant en France. Oui. Donc il y a un vrai côté éducation financière, d'ailleurs qu'on porte aussi au travers du Bitcoin chez Bitstack, sur pourquoi c'est important d'épargner et sur quoi on doit épargner. Pourquoi épargner du coup sur le Bitcoin? Quelle est la proposition de valeur du Bitcoin? Donc voilà, il faut éduquer à plusieurs niveaux. En France, on est quand même très en retard. Beaucoup de Français pensent qu'il est moins risqué d'investir de jouer au loto que d'investir en bourse. Oui. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'évangélisation sur le Bitcoin. Tous les projets dont on a parlé vont dans le bon sens. Et chez Bitstack, c'est notre mission de démocratiser le Bitcoin et de toujours rendre plus accessible, notamment à travers les différentes fonctionnalités dont on a pu présenter sur ce plateau l'arrondi, pour que ça soit indolore, que n'importe qui puisse épargner en Bitcoin sans s'en rendre compte, à chaque achat, même si c'est des petits montants. Voilà, donc j'achète un café de 2,60 €, c'est arrondi à 3 €. J'ai mes 40 centimes de petites monnaies qui sont automatiquement investies en Bitcoin. Et comme ça, aujourd'hui, Bitstack a pu permettre à plus de 200 000 Français d'investir en Bitcoin. 200 000 aujourd'hui, on y est. Il vous reste 1 minute, Maxime. Il y a un gros frein à l'adoption du Bitcoin, c'est aussi la fiscalité. Et justement, sur Bitstack, vous proposez d'acheter des petites fractions de Bitcoin, mais comment on fait après sa déclaration d'impôt quand on doit noter quand est-ce qu'on a acheté le Bitcoin, à quel prix on va le revendre? Ça, n'est-ce pas un frein? C'est un bon point. On a une fiscalité qui est pas très, j'allais dire,
presque punitive, mais qui en tout cas pas simple. Elle est sur la crypto-monnaie aujourd'hui soumise à la flat tax, donc c'est 30% des plus-values réalisées. Donc la fiscalité va être uniquement imposée à partir du moment où un utilisateur va vendre ses bitcoins pour récupérer des euros. Oui. Au moment de la vente, s'il y a plus de 305 euros de plus-value, c'est la règle en France, on va devoir payer un impôt sur la plus-value. À ce moment-là, on a aussi un rôle effectivement chez Bitsack, surtout vis-à-vis de notre cible, de les accompagner sur ce plan de fiscalité. Et donc, on leur fournit des relevés qui leur permettent de retracer toute l'historique de leurs transactions et ensuite de pouvoir calculer facilement ou plus ou moins facilement les plus-values réalisées ou moins-values. Et donc, après, remplir sa déclaration fiscale. C'est de l'éducation financière et Dieu sait qu'on en a besoin et qu'on essaie d'en parler tous les jours sur ce plateau via les cryptos. Merci de nous avoir suivis. Émission aujourd'hui avec Édouard Massot, cofondateur et directeur général du groupe One Experience. Maxime Eusier, journaliste à la Tribune. Alexandre Roubaud, fondateur de Bitstack. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. À plus tard. BFM Business, BFM Crypto, le club.